Au cœur de l'Atlantique, à équidistance entre l'Afrique et le Brésil, se trouve un secret presque oublié du monde. Aucun terrain proche, aucune île voisine, juste l'immense océan s'étendant dans toutes les directions. Ici attend l'un des lieux habités les plus isolés sur Terre, silencieux, ancien et plein de vie. Depuis le pont du navire, Sainte-Hélène apparaît à l'improviste des falaises noires comme un mur géant surgissant de l'océan. Pas de côte douce, pas de port accueillant. Juste des falaises volcaniques verticales et sombres. L'île ne vous accueille pas. Elle existe simplement, indifférente à votre présence. Sainte-Hélène se trouve à environ 1900 km des côtes de l'Angola et près de 4000 km du Brésil. Sur toute carte de l'Atlantique, ce n'est qu'un petit point, facilement négligé, facilement oublié. Pourtant, pendant des siècles, ce petit point a influencé le cours des empires, des guerres et de l'histoire humaine. Cette île est née du feu, un point chaud volcanique sous-marin l'a fait émerger au cours de millions d'années. Ce qui reste est un monde miniature de crêtes pointues, de coulées de lave ancienne et de falaises plongeant directement dans la mer. Chaque roche ici porte la mémoire d'une création violente et primitive. Sainte-Hélène ne couvre que 122 km², plus petite que beaucoup de villes dans le monde. Pourtant, dans cet espace minuscule, le terrain change radicalement de la côte au centre de l'île. Les falaises arides et le soleil brûlant cèdent la place aux forêts brumeuses et aux vallées verdoyantes en terrasse à mesure que la terre s'élève vers les nuages. Le point culminant de l'île est Dianaes Peak, s'élevant à 818 mètres au-dessus du niveau de la mer. De là, toute l'île se déploie comme un tableau miniature, l'océan l'entoure de tous côtés, sans échappatoire sauf le ciel. Debout au sommet, on ressent vraiment l'isolement absolu de Sainte-Hélène. Sur les hauteurs de l'île, le monde change complètement. L'air est frais et humide, la brume est fréquente. D'énormes fougères et une mousse verte épaisse recouvrent les troncs d'arbres, créant une scène de conte de fées. Il est difficile de croire qu'à quelques kilomètres plus bas, les falaises sont brûlées par le soleil tropical. Le côté sous le vent de l'île est un monde complètement différent, sec, chaud, presque désertique. Les vents alizés du sud-est apportent la pluie d'un côté de l'île, tandis que l'autre subit la sécheresse. Sur une île si petite, deux climats complètement opposés peuvent coexister côte à côte. En 1502, une flotte portugaise commandée par João da Nova revenait d'Inde. Au milieu de l'immense océan, ils découvrirent par hasard une île jamais répertoriée sur aucune carte. Ce jour-là était la fête de Sainte-Hélène et ce nom est resté attaché à l'île depuis. Sainte-Hélène était la mère de l'empereur Constantin le Grand, qui fit du christianisme la religion d'État de l'Empire romain. Elle est vénérée comme celle qui trouva la vraie croix à Jérusalem, et sa fête est le 21 mai. Une petite île au milieu de l'océan portant le nom d'un grand saint, une étrange combinaison préfigurant son destin historique extraordinaire.
Portugais ne se sont pas installés durablement sur l'île, mais ils ont laissé des éléments qui l'ont transformée à jamais. Ils ont introduit des arbres fruitiers, des chèvres, des porcs, des espèces exotiques qui se sont rapidement multipliées et ont transformé l'écosystème indigène. En quelques décennies, les forêts primaires ont été détruites et le paysage naturel irrémédiablement changé. Sainte-Hélène se situait sur la route maritime la plus importante du monde à l'époque, le chemin de l'Europe autour de l'Afrique vers l'Inde. L'île est devenue une station de ravitaillement secrète où les flottes s'arrêtaient pour de l'eau douce, de la nourriture et la réparation des navires. Sa position apparemment désavantageuse est devenue un atout stratégique inestimable. À la fin du XVIe siècle, les Britanniques ont commencé à remarquer cette île stratégique. Leurs navires l'ont visitée à plusieurs reprises. En 1659, la Compagnie britannique des Indes orientales a pris officiellement le contrôle de Sainte-Hélène, une société privée gouvernant tout un territoire. C'est le début de près de 200 ans de gouvernance par une corporation commerciale, une expérience sans précédent dans l'histoire. La Compagnie britannique des Indes orientales était l'entité commerciale la plus puissante du monde au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle possédait sa propre armée, ses propres tribunaux et même son territoire à travers l'océan. Sainte-Hélène n'était plus simplement une île, elle était devenue un maillon dans l'immense machine commerciale impériale. La capitale, Jamestown, a été construite dans une vallée curieusement étroite, seulement quelques centaines de mètres de large, coincée entre deux falaises verticales. Les maisons coloniales des XVIIe et XVIIIe siècles tiennent encore debout aujourd'hui, presque intactes. Se promener dans les rues étroites de Jamestown, c'est entrer dans un monde figé depuis plus de 3 siècles. En 1815, le nom de Sainte-Hélène est soudain devenu le centre d'attention du monde entier. Napoléon Bonaparte, qui avait conquis presque toute l'Europe et avait été empereur de France, fut exilé sur cette île lointaine. Du sommet du pouvoir à une île isolée au milieu de l'océan, il n'y avait pas de fin plus cruelle pour un homme comme lui. Alors que le HMS Northumberland approchait de l'île, Napoléon se tenait sur le pont, observant les falaises noires émerger dans la brume. Il aurait dit « pas un bon logement ». Puis silence. Pour un homme qui avait dormi dans les palais de Versailles, Sainte-Hélène était une peine de mort lente. Longwood-House, où Napoléon était détenu, est une maison humide et froide sur un plateau venteux. L'eau s'infiltre à travers les murs, le vent hurle constamment, et une brume épaisse persiste pendant plusieurs jours. Ce n'était pas un lieu pour un prisonnier ordinaire, il a été conçu pour briser son esprit. Pendant son exil, Napoléon passait la majeure partie de son temps à lire des livres, de vieux journaux et à revisiter sa propre histoire. Il a lu des milliers de volumes à Longwood, réfléchissant à chaque décision, chaque bataille, chaque choix. Dans cette petite pièce, il a créé sa propre légende, une histoire que le monde raconte encore aujourd'hui. Un des rares plaisirs de Napoléon à Sainte-Hélène était le jardinage. Il creusait, plantait et créait un petit jardin pour tenter de contrôler quelque chose dans une vie qui lui avait totalement échappé. Dans ce jardin, l'ancien empereur de France n'était qu'un vieil homme apprenant à vivre avec l'échec.
mai 1821, Napoléon Bonaparte est décédé à Longwood-House. Il avait 51 ans. Officiellement, sa mort a été attribuée à un cancer de l'estomac. Mais des études modernes révèlent des niveaux de arsenic anormalement élevés dans ses cheveux. Est-il mort de maladie ou a-t-il été empoisonné? Plus de 2 siècles plus tard, la question reste sans réponse définitive. La mort de Napoléon n'a pas mis fin à son histoire à Sainte-Hélène, elle a simplement ouvert un nouveau chapitre. Des milliers de visiteurs, chercheurs et historiens sont venus sur l'île pour étudier les dernières années de l'homme le plus puissant de l'histoire européenne. Sainte-Hélène est devenue, involontairement, l'un des sites historiques les plus importants au monde. Aujourd'hui, environ 4500 personnes vivent à Sainte-Hélène. Les habitants se nomment eux-mêmes les « Saints ». La rue principale de Jamestown fait moins d'1 kilomètre, mais elle dispose d'épiceries, de cafés, d'un bureau de poste et de l'hôtel de ville. La vie ici avance délibérément lentement, comme si le temps comprenait qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter sur une île où il n'y a nulle part où aller. Les habitants de Sainte-Hélène portent en eux le sang de nombreux peuples anglais, africains, indiens, chinois, portugais et malais. Au fil des siècles, ces lignées se sont mêlées pour créer une identité unique introuvable ailleurs dans le monde. Regarder le visage d'un résident de Sainte-Hélène, c'est contempler l'histoire des migrations et des convergences humaines. L'anglais de Sainte-Hélène conserve des intonations anciennes, des mots et prononciations disparus en Angleterre depuis des siècles. Leur langue est un musée vivant, préservant le vocabulaire et la grammaire des XVIIe et XVIIIe siècles. Les écouter, c'est entendre résonner la voix des marins et marchands de l'ère de la navigation. La cuisine de Sainte-Hélène est une mosaïque de l'histoire des migrations, curry d'Inde, techniques culinaires d'Afrique, recettes de pâtisserie d'Angleterre. Les repas ici ne servent pas seulement à se nourrir, ils racontent chaque jour l'histoire de leurs origines diverses. Sur une île isolée de tout, la gastronomie devient un fil qui relie les habitants au monde extérieur. Jacobès-Ladé est un symbole de la vie à Sainte-Hélène, 699 marches de pierre grimpent directement la falaise. Les habitants les empruntent quotidiennement comme une routine, tandis que les visiteurs doivent souvent s'arrêter. La vie sur l'île enseigne qu'il n'y a pas de raccourci, seulement des pas patients. Depuis le sommet de Jacobès-Ladé, Jamestown ressemble à un modèle réduit coincé entre deux falaises. Les petits bateaux dans la baie paraissent des jouets d'enfants, et l'océan s'étend jusqu'à l'horizon. C'est la vue que les habitants de Sainte-Hélène voient chaque jour, la petitesse de l'homme face à l'immensité de la nature. Avant 2016, le seul moyen d'atteindre Sainte-Hélène était par la mer, un voyage de plusieurs jours depuis la côte sud-africaine. Le RMS St Helena transportait non seulement des passagers, il apportait tout, nourriture, médicaments, colis, nouvelles, souvenirs. Le jour de son arrivée était une fête pour toute l'île. Le jour de son départ, l'île replongeait dans le silence. En 2016, l'aéroport de Sainte-Hélène a été inauguré après de nombreuses années de construction coûteuse, un rêve reliant l'île au monde. Mais la joie a été tempérée lorsqu'on a découvert. Les vents violents de la région rendent les atterrissages extrêmement dangereux. L'aéroport fonctionne de manière limitée, et Sainte-Hélène reste l'un des lieux les plus difficiles d'accès au monde.
pilotes atterrissant à Sainte-Hélène doivent posséder des compétences particulières, pistes courtes, vents imprévisibles, aucun moyen de faire demi-tour en cas d'erreur. Chaque atterrissage est une décision calculée entre technologie et nature. Même avec un aéroport, l'île rappelle aux humains, la nature a le dernier mot. Les eaux autour de Sainte-Hélène comptent parmi les écosystèmes marins les plus riches de l'Atlantique. L'isolement de l'île a protégé ces eaux de la surexploitation pendant des siècles. Sous cette surface calme se trouve un monde primitif en vie. Les baleines à bosse fréquentent régulièrement les eaux de Sainte-Hélène pendant la saison de migration. Ces géants parcourent des milliers de kilomètres chaque année, et Sainte-Hélène est une halte familière sur leur route. Voir une baleine émerger juste au large rappelle à l'homme sa véritable place dans la nature. Primitif en vie. Les tortues marines nagent dans ces eaux depuis des millions d'années avant que l'homme ne mette le pied sur l'île. Elles reviennent sur ces plages pour pondre, poursuivant un cycle ininterrompu. Face à l'endurance des tortues, toute l'histoire humaine sur l'île n'est qu'un instant fugitif. Les eaux de Sainte-Hélène abritent des raies mantas, des requins-baleines et de nombreuses créatures marines rares. Ces raies géantes peuvent atteindre 7 mètres d'envergure, glissant dans l'eau comme d'énormes cerfs-volants. Plongé ici, on comprend pourquoi l'océan est appelé la dernière frontière. Jonathan est le résident le plus célèbre de Sainte-Hélène, une tortue géante d'Aldabra, âgée de plus de 190 ans. Il était sur l'île avant l'invention des avions, avant l'existence des téléphones, avant même la Première Guerre mondiale. Regarder dans les yeux de Jonathan, c'est contempler un siècle et demi d'histoire vivante. Jonathan a été témoin de l'enterrement de Napoléon et de son rapatriement en France. Il a vécu 2 guerres mondiales. Il a vu les navires à vapeur remplacer les voiliers, puis les avions apparaître dans le ciel. Et chaque matin, il se réveille toujours, broute et continue sa vie comme si le temps n'avait aucune signification particulière. Le lin endémique de Sainte-Hélène couvrait autrefois la majeure partie de l'île, et les fibres de lin constituaient une industrie clé. Aujourd'hui, les efforts de conservation visent à restaurer les plantes endémiques de l'île. Chaque plante de lin survivante représente un fragment du patrimoine naturel introuvable ailleurs sur Terre. Le fort de High Knoll est situé au sommet d'une colline élevée, surplombant toute l'île et l'océan environnant. Construit pour la défense, il surveillait autrefois Napoléon à distance pendant son exil. En se tenant ici, on comprend pourquoi cet emplacement a été choisi. Rien ne peut atteindre l'île sans être vu d'ici. Depuis le fort de High Knoll, l'isolement de Sainte-Hélène apparaît de manière douloureuse. En regardant dans n'importe quelle direction, on ne voit que l'océan, pas de rive lointaine, pas de terre, nulle part où aller. C'est la vue que les exilés devaient contempler chaque jour, et c'est également celle que chérissent ceux qui choisissent de rester. RSB contient l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire de Sainte-Hélène. Après l'abolition de l'esclavage par la Grande-Bretagne en 1834, de nombreux Africains affranchis des navires négriers ont été réinstallés ici.
Des milliers d'entre eux sont morts de maladie peu après leur arrivée, et la plupart ont été enterrés dans la baie même. Des fouilles archéologiques récentes à Rupert Bay ont mis au jour les restes de milliers d'Africains. Ils ont traversé l'océan dans des conditions infernales, survécu à l'esclavage, pour mourir sur une île éloignée au milieu de l'océan. Le monument ici n'est pas seulement pour les morts, c'est un rappel pour les vivants. La pêche est l'un des rares moyens de subsistance des habitants de Sainte-Hélène. Chaque matin, les pêcheurs partent sur de petits bateaux, affrontant l'océan ouvert sans protection. Ce n'est pas qu'un travail, c'est une relation séculaire entre les insulaires et la mer qui les nourrit. La plupart des travailleurs de l'île sont employés par le gouvernement, c'est la réalité des petites communautés insulaires. Peu d'opportunités pour les entreprises privées, peu d'investissements étrangers, peu de choix de carrières variés. Les jeunes grandissent avec une question constante, rester et construire ou partir et explorer. Depuis que Sainte-Hélène est devenue un territoire d'outre-mer britannique, les habitants ont le droit de s'installer au Royaume-Uni. Beaucoup sont partis pour étudier, travailler ou découvrir un monde plus vaste. Mais beaucoup sont revenus car nulle part ailleurs dans le monde ne peut remplacer quelque chose qui n'existe qu'ici. Les enfants grandissant à Sainte-Hélène connaissent le nom de tous les membres de la communauté avant de terminer le CP. Ils grandissent sans connaître les embouteillages, la pollution ni l'anonymat des grandes villes. Mais ils grandissent aussi en sachant que le monde au-delà est beaucoup plus vaste que ce qu'ils peuvent voir depuis ces falaises. Les personnes âgées de l'île portent en eux le souvenir d'une Sainte-Hélène avant l'ère des avions et d'Internet. Ils se rappellent des semaines d'attente pour l'arrivée des navires, des moments où les médicaments venaient à manquer, des tempêtes qui isolèrent complètement l'île. Et ils sont restés non pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce que c'est leur maison dans le sens le plus profond du terme. Sainte-Hélène dispose d'un petit hôpital aux ressources limitées. Les opérations complexes doivent être transférées en Afrique du Sud. Chaque urgence grave est une course contre le temps et la distance. La santé des habitants dépend d'une combinaison de médecine moderne et de chances géographiques. Les couchers de soleil à Sainte-Hélène sont inoubliables pour ceux qui les ont vus. Pas de pollution lumineuse, pas de skyline urbaine, juste un ciel intact enflammé au-dessus de l'océan sombre. Dans ces moments, l'isolement n'est plus un fardeau, il devient un privilège rare. Nulle part sur Terre, le ciel nocturne n'est aussi spectaculaire que sur les îles au milieu de l'océan. À Sainte-Hélène, la Voie lactée apparaît comme une véritable route de lait à travers le ciel net dans chaque détail. Ces étoiles ont guidé les navires vers l'île pendant des siècles. Elles sont toujours là, inchangées. Une petite île comme Sainte-Hélène, tout le monde se connaît. Chaque histoire est partagée. Quand quelqu'un est triste, toute l'île le sait. Quand quelqu'un se réjouit, toute l'île participe. La frontière entre communauté et famille est presque inexistante. C'est quelque chose qu'aucune ville au monde ne peut reproduire, la véritable connexion humaine. Les festivals de Sainte-Hélène sont une combinaison de nombreuses cultures, musique d'Afrique, danse des Caraïbes, cuisine d'Asie et cérémonies d'Angleterre.
Nulle part ailleurs dans le monde, on ne peut organiser un festival qui porte l'influence de tous ces lieux tout en restant entièrement unique. Voilà Sainte-Hélène inclassable, incomparable et inimitable. De nombreux habitants de Sainte-Hélène ont vécu plusieurs années au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou dans de grandes villes du monde. Puis, un jour, ils reviennent non pas par échec, mais parce qu'ils ont appris que ce que l'île offre ne peut être compensé par aucune commodité urbaine. Revenir à Sainte-Hélène n'est pas une retraite, c'est un choix courageux et conscient. La mémoire familiale est la chose la plus importante à Sainte-Hélène. Rien n'est jamais complètement oublié lorsque la communauté est assez petite pour se souvenir. Les grands-parents racontent aux petits-enfants Napoléon, les navires, les saisons de tempête. L'histoire n'est pas dans les manuels, ici elle vit dans les voix des aînés près de l'âtre. Lorsque les tempêtes frappent, Sainte-Hélène devient vraiment isolée, pas de navire, pas d'avion, pas de communication fiable. Les habitants doivent se débrouiller seuls, compter les uns sur les autres et attendre. Les tempêtes enseignent une leçon qu'aucune école ne peut donner. La vraie force vient de la communauté, pas de la technologie. Après chaque tempête, Sainte-Hélène redevient lumineuse et résiliente. Les habitants nettoient, réparent et s'entraident sans directive, sans organisation extérieure. C'est la force d'une communauté ayant survécu à des siècles d'isolement, ils savent se relever seuls. Il y a des matins à Sainte-Hélène où tout est si silencieux qu'on peut entendre sa propre respiration. Pas de klaxon, pas de machine, pas de foule, juste le vent léger et le bruit lointain des vagues. Dans un monde de plus en plus bruyant et pressé, ce silence est un trésor inestimable. Les artisans de l'île apprennent leur métier de leurs parents et grands-parents, des techniques transmises de génération en génération. Chaque objet qu'ils créent porte non seulement une valeur matérielle, mais la continuité d'un héritage culturel ininterrompu. Ces mains font ce que nous devrions tous faire, mais peu ont la patience de le faire, préserver ce qui est vraiment précieux. Alors que le navire quitte Sainte-Hélène, l'île se réduit et disparaît à l'horizon. Ceux qui y ont vécu disent que ce moment n'est jamais facile, que ce soit la première ou la 100e fois. L'île reste dans l'esprit, comme un rêve à la fois réel et irréel, un lieu qui existe entièrement selon ses propres règles. Sainte-Hélène nous enseigne ce que le monde moderne oublie peu à peu. L'homme peut vivre avec bien moins qu'il ne pense nécessaire. L'île existe sans l'attention du monde, elle demeure. Le vent souffle toujours, les vagues continuent de se briser, et les saints poursuivent leur vie. Et peut-être est-ce la leçon la plus profonde qu'une petite terre au milieu de l'océan puisse offrir à l'humanité. Le courage d'appartenir à un lieu pleinement, fermement et sans regret.